à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce webinaire donc qui va être présenté par Jérémy Tubiana. Donc c'est l'univers des ETF de BNP Paribas Asset Management. Jérémy donc est le responsable de la distribution des ETF chez BNP Paribas Asset Management. Donc c'est lui qui va faire la formation sur ces ETF. Moi, je serai simplement donc l'intermédiaire entre vos questions que vous pouvez poser dans l'onglet questions et Jérémy, du coup, qui répondra bien évidemment à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser donc toujours dans l'onglet questions. Je vous rappelle, vous ne pouvez pas voir les questions de tous les autres participants pour raison de protection des données, mais je les noterai et au pire, je couperai même un petit peu Jérémy si c'est un accord ou du moins sur le thème qu'il est en train de développer. Voilà. Ben écoute, bonjour Jérémy, voilà, bonne année déjà. Bonjour à tous, bonne année. Voilà, bonjour Jérémy, bonne année, très bonne année, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025. Mais écoute, je te laisse la parole et puis au pire, je t'interromprai pour quelques questions. Pas de souci, merci beaucoup Christian pour l'introduction. Bonjour à tous. On a décidé de faire ce webinaire dès le début de l'année pour commencer de bonnes résolutions pour votre épargne. Le sujet de l'éducation financière prend de plus en plus d'ampleur en France. On le voit déjà beaucoup se développer chez nos voisins, par exemple en Allemagne, où l'éducation financière se développe et notamment par le biais des ETF. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt de la part des épargnants français et on verra pourquoi pour l'investissement, pour l'épargne, pour préparer son avenir. Et forcément, l'ETF est un produit qui revient souvent pour ses caractéristiques intrinsèques. Et là aussi, on verra pourquoi. Donc, l'objectif de cette formation et de ce webinaire, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que sont les ETF, à mieux comprendre comment choisir les ETF. Et donc, finalement, on va essayer d'ouvrir le capot des ETF pour vous accompagner dans votre choix de produits et donc pour améliorer, on va dire, essayer d'optimiser votre phase d'investissement, que vous soyez expert, débutant ou que vous ayez déjà commencé à épargner et à investir via les ETF. Alors, tout d'abord, petit point pédagogique, mais qui est important, et c'est pour ça que je me suis permis de commencer à répondre suite à la question sur les ETF Bitcoin. En fait, un ETF, c'est un fonds. Historiquement, en France, on a toujours eu l'habitude d'acheter ou des actions ou des fonds traditionnels. Mais la nature juridique d'un ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund, pour fonds coté, eh bien, en fait, c'est que c'est bien un OPC, qui peut prendre la forme d'une SICAV ou d'un OPCVM, par exemple, mais c'est bien un fonds qui est régi par la réglementation UCITS européenne, et c'est pour ça que ça en fait un vrai produit d'épargne d'investissement que l'on va retrouver éligible dans les contrats d'assurance vie, dans des PEA ou dans des comptes titres. La particularité de cet ETF par rapport à un fonds classique, c'est qu'il va pouvoir s'acheter et se vendre comme une action. Donc, vous allez pouvoir acheter un ETF à 14h08 et le revendre à 14h09 si ça vous chante. Donc, l'ETF est coté en continu aux horaires de la Bourse de Paris ou aux horaires de la bourse d'une autre place boursière comme la bourse allemande ou la bourse londonienne. Et donc, vous allez pouvoir l'acheter, y investir dans votre assurance vie, dans votre compte titre ou dans un PEA ou dans un PER, évidemment. Et de plus en plus aussi dans des épargnes salariales. Mais voilà, donc un ETF est un fonds, c'est un produit cadré et régulé. Il se développe de plus en plus pour trois raisons essentielles. D'une part, on a un environnement réglementaire qui est très favorable au développement des ETF, qui repose notamment sur la transparence des frais. Aujourd'hui, quand vous allez acheter des produits financiers, quand vous achetez un produit sur Bourse Direct, un ETF, au moment de passer votre ordre, il y a écrit justement ce que ça va vous coûter. Et donc forcément, les investisseurs, comme ils s'intéressent de plus en plus à leur épargne, ils font attention aux frais. Je prends souvent l'exemple d'une banque. Quand je cherche à changer de banque, je fais attention, je change ma banque parce que je paye trop de frais. Quand je choisis un crédit immobilier, j'essaye d'avoir un crédit immobilier avec la banque qui va me facturer le moins de frais. Donc, c'est la même chose sur l'investissement financier. Quand je commence à investir, forcément, je fais attention
aux frais. Et donc, le sujet de la transparence des frais imposée par la réglementation MiFID, PRIIPs ou Value for Money pousse les investisseurs à être plus vigilants sur les frais qu'ils vont payer sur leur épargne. Le deuxième point, et c'est peut-être un des sujets essentiels, c'est la baisse des rendements des livrets traditionnels. Historiquement, en fait, j'ai eu souvent la question pendant des années, pourquoi les ETF sont pas si développés que ça en France? En fait, c'est pas les ETF qui s'étaient pas développés, c'était les Français qui s'intéressaient pas à leur épargne. Parce que historiquement, on se posait pas la question, on ouvrait une assurance vie, on mettait tout sur le fonds euro, où je laissais mon argent sur mon compte courant ou sur un livret A parce qu'on avait des taux de rémunération qui étaient assez attractifs. Aujourd'hui, les taux ont baissé, l'inflation a augmenté, et donc en rendement réel, finalement, les rendements proposés en assurance vie dans les fonds euros ou dans les livrets traditionnels sécurisés ne permettent pas finalement de combler l'inflation, mais aussi de préparer son avenir dans ce projet de futur, notamment de préparation à la retraite. Encore une fois, la retraite, ça ne se prépare pas à 50 ans. On peut commencer à la préparer dès qu'on a un peu d'argent à investir, dès 20 ans. Plus on commence tôt, et mieux c'est. Et le dernier point, c'est la recherche de performance, qui est un peu liée à la baisse des rendements. Évidemment, investir sur un ETF comporte des risques puisqu'on investit sur les marchés financiers, mais ce risque peut être maîtrisé et ce risque peut être géré, optimisé. Et forcément, plus on cherche de rendement, plus on a un risque en face. Mais encore une fois, ce risque, on va voir comment on peut essayer de le gérer et l'optimiser dans son investissement. Parce que là, encore une fois, c'est possible. Mais les raisons de l'engouement des ETF sont vraiment la transparence des frais, cette recherche de rendement et cette recherche de performance pour optimiser son épargne. Je vous ai partagé en fait un petit graphe pour vous montrer en fait l'ampleur de la collecte des ETF en Europe. D'accord, donc c'est pas chez BNP Paribas Asset Management, c'est en Europe. L'année 2024 a connu un record en termes de collecte. Donc là, je vais juste comparer par rapport à 2023. Vous voyez qu'on a collecté plus de 100 milliards par rapport à l'année dernière. Et donc, il y a vraiment un engouement. Et cet engouement est expliqué par le fait qu'il y a de plus en plus d'investisseurs particuliers qui s'intéressent à leur épargne et donc forcément qui utilisent les ETF comme instrument d'épargne. On va essayer de comprendre la différence entre les fonds traditionnels et les ETF et même les ETF actifs. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu déjà parler, mais ça va vous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble du marché de l'industrie, de l'industrie de la gestion, finalement. Oui, parce qu'il est important de voir la différence justement entre un ETF de gestion passive et un ETF donc de gestion active. Exactement. Alors, un ETF, on l'a dit, ça veut dire Exchange Traded Fund, c'est un fonds qui est coté en bourse. Et la particularité des ETF, c'est qu'il peut y avoir des ETF passifs, indiciels. Pourquoi indiciels? Parce qu'ils vont répliquer un indice de référence. Donc, je vais prendre l'exemple du CAC 40. Mon ETF sur le CAC 40 va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de mon indice CAC 40 dividende réinvesti. Ça, c'est un point important. Dividende réinvesti. Et donc, l'équipe de gestion va s'assurer que tous les jours, l'ETF réplique et soit composé des sociétés de l'indice. Et donc, vous le voyez sur le graphe de droite, il y a une réplication, je veux dire, quasi parfaite, parce qu'il y a des frais de gestion. Alors, ici, on a une moyenne à 0,33. Certains diront que c'est très cher, d'autres diront que c'est peut-être pas cher. En fait, c'est une moyenne. Il fallait forcément utiliser une source. On a utilisé une source qui s'appelle Value for Money, qui reprend un peu le standard. Et donc là, on a un objectif, répliquer un indice traditionnel à la hausse comme à la baisse. Mon CAC 40 fait plus 2, mon ETF fera plus 2, moins les frais de gestion. Le CAC 40 fait moins 2, mon ETF fera moins 2, moins les frais de gestion. Donc ça, c'est l'ETF indiciel. En face, on a la gestion active. Donc, c'était les fonds qui étaient historiquement très utilisés par les investisseurs. Alors, la gestion active, on a une équipe de gestion dont l'objectif, c'est de faire mieux qu'un indice. Donc, je reprends mon indice CAC 40. Le gérant actif va chercher à faire mieux que le CAC 40. Donc, il va sélectionner des valeurs. Il va dire, par rapport au CAC 40, je vais décider de surpondérer telle valeur par rapport à l'autre. Son objectif, c'est de faire mieux que l'indice. Il va pouvoir faire mieux, mais il va aussi parfois faire moins. C'est ce que vous voyez à droite. Alors que sur un ETF,
souvent dire qu'on connaît la performance à l'avance, puisque en fait, on sait qu'on va faire la performance de l'indice. Sur un fonds actif, on ne connaît pas la performance finale, puisqu'on peut faire mieux, mais on peut faire moins bien. Un fonds actif, en général, prélève des frais autour de 2%. Donc, effectivement, quand je reviens sur les frais des ETF à 0,33, toute chose égale par ailleurs, un ETF démarre l'année avec à peu près 1,70 de frais en moins par an. Et donc de potentielles performances en plus. D'accord ? Donc ça, c'est un point important. Encore une fois, je représente l'activité ETF. Ça ne veut pas dire que les gestions actives ont trop de frais, parce qu'il y a des très bonnes gestions actives qui font des très bonnes performances. Mais la simplicité de l'ETF permet d'avoir une meilleure visibilité de la performance, puisqu'on n'a pas de surprise. Mais parfois, ça peut être déceptif parce que des clients, des investisseurs veulent faire mieux que l'indice de référence. Et c'est ce que va apporter la gestion active. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Ça peut être complémentaire. Chacun fera le choix ou pourra combiner aussi les deux en fonction de solutions qu'il trouve. Alors, Jérémy, juste deux petites secondes, parce qu'il y a juste 2 petites secondes. Il y a Hugo je pense qu'il a un problème de compréhension de langage, puisqu'il me dit qu'on ne fait pas la différence. C'est vrai qu'entre un ETF et une OPCVM, Hugo, un ETF fait partie des OPCVM. Ce sont des fonds communs ou des SICAV. Exactement. Donc, voilà, la différence des deux, elle est simplement juridique. Il y en a un pour la SICAV, on est actionnaire de l'entreprise, et l'autre, on n'est pas vraiment actionnaire. Voilà, on est associé. Mais sinon, ça fait partie des OPCVM. Vous voyez, donc il faut pas ça fait partie. Donc là, c'est pour répondre à Hugo qui dit on ne fait pas la différence entre un ETF et OPCVM actif passif. Les ETF sont des OPCVM. Exactement. Ce sont des OPC qui peuvent prendre la forme de SICAV ou de FCP. Mais c'est clair, la nature juridique est exactement la même. Ce qui va changer, c'est l'objectif de gestion. Le gérant actif a pour objectif de surperformer un indice. Le gérant passif a pour objectif de répliquer un indice. D'accord ? Mais la nature juridique du produit est la même. Alors, est-ce que tu peux juste revenir au niveau des frais? Parce que les frais annuels de gestion, en fait, ce qu'il faut préciser, ils sont déduits tous les soirs, en fait, de la valeur liquidative, du cours de clôture. C'est pour répondre à Thomas. Donc, du coup, ça passe complètement inaperçu. C'est pas comme si vous achetez une SICAV dans votre banque et puis au bout de 15 jours, vous la vendez et on va calculer vos frais d'entrée, de sortie, des frais de gestion sur 15 jours. Là, non, pas du tout. C'est déduit tous les soirs. À 17h35, il y a un fixing de clôture pour toutes les valeurs, notamment à Paris. Eh bien, on va calculer les frais là-dessus. Donc, on va enlever tous les soirs 0,00001, je sais pas, au cours qui correspond aux frais de gestion. Vous voyez, c'est pas calculé. Les frais de gestion annuels qui sont lissés sur l'année. Voilà, d'accord. Voilà, c'était simplement pour préciser puisqu'il y avait des questions sur ces frais. Alors, la dernière famille d'ETF qui se développe, c'est la combinaison entre les ETF indiciels et les fonds actifs. C'est ce qu'on appelle des ETF actifs qui ont en fait un objectif, c'est de faire mieux qu'un indice. Donc, ils ont le même format, le même objectif de gestion qu'un gérant actif, sauf qu'on va pouvoir les acheter et les vendre en continu, en bourse, comme un ETF ou une action traditionnelle. Alors là, je vous ai mis les 3 familles d'ETF actifs qui existent pour vous aider à mieux comprendre. On a des ETF actifs gérés de façon discrétionnaire. Finalement, c'est une équipe de gestion qui, par ses convictions, va définir la composition de l'ETF. Là, encore une fois, on a un objectif de faire mieux qu'un indice. On a des ETF actifs d'un point de vue quantitatif, où là, c'est un modèle quantitatif défini par une équipe de gestion qui va définir les pondérations. Et on peut être aussi actif d'un point de vue ESG, pour respecter les contraintes environnementales, sociales et de gouvernance, où là, on n'a pas forcément un objectif de faire mieux qu'un indice d'un point de vue de performance, mais on va essayer de faire mieux d'un indice par rapport à un indice d'un point de vue responsable, durable. D'accord ? Et donc ça, c'est un point important et c'est de plus en plus sollicité par les investisseurs qui se disent, moi, je ne vais pas faire le CAC 40, je vais faire le CAC 40 ESG parce que je pense que le CAC 40 ESG est plus durable et répond plus à mes valeurs. Et donc, on va intégrer une approche active dans la sélection des sociétés par rapport à leur score et leur approche ESG. Une question qui revient souvent. Ouais. Oui, excuse-moi, Jérémy. Est-ce que tu peux juste expliquer la différence entre un ETC et un ETF? Alors, ETSC, c'est Exchange Traded Commodities. En fait, la famille, c'est ETP, Exchange Traded Product. Dans les les produits échangés en bourse. Voilà. On retrouve les ETC, les ETN et les ETF. Voilà. Les ETF, on l'a évoqué, ce sont des fonds. Et les ETC ou les ETN
Donc ETC, c'est Exchange Traded Commodities et ETN, c'est Exchange Traded Notes. Ce sont des produits émis par des banques d'investissement qui sont des produits de bourse en fait. Voilà. Donc là, typiquement, la nature juridique n'est pas du tout la même. Et donc, on peut très bien avoir un ETC sur le pétrole. Mais il n'y a pas un ETF sur le pétrole. Je dis souvent, tous les trackers sont des ETF, mais tous les ETF ne sont pas des trackers. Pourquoi? Parce qu'un ETF, encore une fois, c'est un tracker parce que ça applique un indice. Mais on peut avoir un tracker sur le pétrole qui n'est pas un ETF parce que ça peut être un ETC parce qu'il est émis par une banque d'investissement. C'est un produit qui n'est pas un fonds. Est-ce que tu peux juste revenir sur la notion des définitions de ESG pour Richard? ESG, bien sûr, c'est les investissements ESG, ce qui permet de répondre à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc en fait, c'est des sociétés qui vont avoir un impact positif pour l'environnement ou la qualité, homme-femme par exemple, ou sur l'approche de gouvernance, que la gouvernance, on va retrouver par exemple les sociétés qui partagent les pouvoirs à différentes personnes. Quand on a une personne qui cumule tous les pouvoirs dans une société, bah, c'est une société qui a une politique de gouvernance qui n'est pas très favorable. On préfère des sociétés dans l'approche ESG qui ont un partage de pouvoir. Le cumul des pouvoirs n'est pas forcément sain. Alors, un sujet qui revient souvent, c'est ETF versus action, parce qu'on a sans doute parmi vous beaucoup d'investisseurs sur des actions en direct, et beaucoup de gens se posent la question, bah, moi j'ai toujours investi sur des actions, je ne sais pas ce que vont m'apporter les ETF. Alors là aussi, il n'y a pas d'opposition entre les deux, ça peut être complètement complémentaire, mais le but, c'est de vous montrer pourquoi l'ETF peut être aussi une idée d'investissement qui peut être pertinente. Alors, à gauche, vous avez un exemple d'indice qui est le MSCI World. On a pris l'ESG MINTE, qui est un ETF sur notre gamme chez BNP Paribas Asset Management. Et en fait, ce qu'on cherche à vous montrer dans ce slide, c'est que si vous voulez acheter du Apple, par exemple, il vous faudra débourser une action Apple, une seule action Apple, il vous faudra débourser 233 $. Donc ça peut paraître beaucoup ou pas. Mais en tous les cas, si on veut investir en bourse régulièrement, tous les mois, parce qu'on sait qu'on a compris que l'éducation financière passe par la régularité de l'investissement sur le long terme, bah, investir 233 € en bourse, c'est peut-être un gros montant. Et sur une seule valeur, c'est pas forcément diversifié. Si je veux acheter une seule action parmi les 10 premières actions du MSCI World, il me faudra débourser pas moins de 3 742 $. Donc une seule action, pas en respectant les pondérations de l'indice MSCI World. Donc juste une action Apple, une action Nvidia, une action Microsoft, etc., je vais devoir débourser pas loin de 3 742 €. J'aurai 10 actions, mais si pareil, je veux le faire tous les mois, c'est compliqué. L'avantage avec un ETF, c'est qu'avec 15 € à peu près, je peux acheter toutes les sociétés de l'indice dans les mêmes proportions que l'indice MSCI World, ESG MINTE. J'ai l'avantage d'être diversifié et en plus, j'ai un montant beaucoup plus accessible qui va me permettre, encore une fois, d'investir tous les mois et de façon plus régulière. On a le même exemple sur le CAC 40. Là, on a pris également le CAC 40 ESG. Bah, si j'aime bien LVMH, si je veux l'acheter tous les mois, je vais devoir débourser au moins 600 € par mois. C'est une somme qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et donc, c'est juste une seule action de LVMH. Évidemment, si je veux en acheter pour 10%, le montant est bien plus important. Là, si on prend l'exemple, non pas du top 10, mais de toutes les actions du CAC 40 ESG, il va me falloir débourser 6 000 €. D'accord? Juste une seule action des 40 valeurs du CAC 40 ESG. Si j'achète l'ETF, je vais devoir débourser simplement 12 €. Et là, j'aurai tout l'indice dans les mêmes proportions que l'indice et en étant diversifié. Et on sait à quel point la diversification peut être un résultat positif en termes d'investissement parce que ça permet de diversifier les risques. D'accord? Alors effectivement, souvent les gens vont me dire oui, mais attendez, LVMH c'est bien mieux que le CAC 40. Sans doute, c'est votre appréciation. J'ai pas d'avis sur le sujet, mais pour certains, la diversification fait sens parce qu'en diversifiant son portefeuille, on diversifie les risques. Donc en résumé, un ETF, c'est totalement transparent. On connaît la performance, on connaît les frais. C'est diversifié comme on l'a vu. C'est accessible dans toutes les enveloppes d'épargne. On peut avoir des ETF responsables. On a des frais maîtrisés et c'est totalement liquide. C'est-à-dire que en appuyant sur un bouton, sur Bourse Direct, vous pouvez décider de vendre tout votre portefeuille
tout de suite. Ce qui n'est pas le cas forcément sur un fonds traditionnel où vous allez être exécuté le soir, ou sur un investissement immobilier, par exemple, si vous avez besoin de votre argent, ben, il faut attendre de vendre l'appartement. Alors, les dividendes, ça, c'est un point qui revient souvent. Il y a eu pas mal de questions sur justement les dividendes, même au niveau des obligations, des ETF obligataires. Comment sont taxés aussi justement les dividendes, s'ils sont capitalisés, distribués, etc. Comment ça se passe? Donc voilà, comme ça, tu as la question. Si tu peux. Alors, comme je disais, à chacun son besoin. Alors déjà, il faut bien avoir en tête qu'un ETF réplique un indice dividende réinvesti. Souvent, on a la question, mais je comprends pas, j'ai regardé sur Bourse Direct, le CAC 40, il a augmenté de 2 et mon ETF, il a augmenté de 1,5. Donc, c'est la société de gestion qui a gardé la différence pour elle ou c'est Bourse Direct qui nous a volé l'argent. C'est complètement faux parce qu'en fait, vous regardez pas le bon CAC 40. Le CAC 40 qui est publié sur le Bourse Direct, c'est le CAC 40 qui n'inclut pas les dividendes. D'accord? Nous, sur un ETF, pas nous, hein, toute l'industrie, on réplique des ETF, des indices dividendes réinvestis. Après, il y a deux façons de gérer les dividendes. Soit ils peuvent être capitalisés, c'est-à-dire réinvestis automatiquement, ou soit ils peuvent être distribués, les dividendes. Donc, 1 à 2 fois par an en fonction de l'ETF. Et donc là, vous allez les percevoir sur votre compte. Pareil, sur une assurance vie, par exemple, souvent, les ETF, capitalisant les dividendes se réinvestissent automatiquement dans l'ETF, mais parfois sur des ETF distribuants, la distribution se fait sur du fonds euro, ce qui n'est pas forcément idéal quand on veut profiter des intérêts composés. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien avoir, si c'est notre choix, des ETF capitalisants. Et donc, ça, vous allez pouvoir le voir dans la caractéristique du produit. Soit ça va être dans le nom du produit, ils vont s'appeler AC ou CAP. AC, c'est pour accumulative en anglais, ou CAP, c'est pour capitalisant, ou distribuant, ça va être DIST. Mais dans les caractéristiques du produit, vous allez voir la notion des dividendes. Donc ça, c'est un point important. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, j'avais vu une note sur les réseaux sociaux où en fait, un média disait le CAC 40 a fait une performance négative en 2024. C'est faux. Parce que le CAC 40 qui a fait une performance négative en 2024 n'intègre pas les dividendes qui ont été perçus par les porteurs. Et si j'intègre les dividendes que j'ai perçus, forcément, en l'occurrence, j'ai été positif avec les dividendes. Donc ça, c'est un point vraiment important. Un ETF permet de bénéficier des dividendes. Ils sont ensuite capitalisés ou distribués. Alors, j'ai juste une petite précision, excuse-moi, pour répondre à une petite question d'André. Il me dit, OK, d'accord, mais pourquoi le marché se battrait pour acheter des trucs à 12 ou 15 euros? Alors, André, je vais répondre à la question. Par exemple, pour le CAC 40, si vous voulez investir sur le marché officiel du CAC 40, parce que vous ne pouvez pas comme ça acheter l'indice CAC 40, c'est pas possible. Il cote toutes les 15 secondes entre 9h et 17h30, il y a un fixing à 17h35. Et vous ne pourrez pas avoir la pondération exacte de toutes les valeurs. Si vous voulez vraiment aller sur l'indice CAC 40, il faut aller sur le futur. C'est 10 euros un point, donc le contrat futur, c'est 75 000 euros. Et vous voyez bien que tout le monde n'a pas accès à ce marché et que heureusement qu'il y a des ETF qui cotent 12, 15, 30, 50 euros qui permettent, entre autres, d'aller sur cet indice CAC. Et en plus, le futur, il n'est pas éligible au PEA. Alors qu'il y a des ETF, comme ce sont des OPCVM réglementés par l'AMF, du coup, il y en a tout un paquet qui sont éligibles au PEA. Voilà déjà la réponse en partie. Pourquoi il y a des parts un peu plus petites et plus faibles. Et tout le monde ne se bat pas, mais c'est simplement chacun, en fonction de ses moyens et des marchés auxquels ils ont accès justement à toute une gamme de produits. Et bien sûr, c'est à l'investisseur de choisir sur ce qu'il veut aller. D'accord, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, si on continue à rentrer et à ouvrir le capot, là, on va ouvrir le capot de la sélection des ETF. Alors, c'est une question qui revient souvent. Comment choisir les ETF? Il y a beaucoup de préjugés. Bon, le premier point déjà, c'est l'éligibilité dans vos enveloppes d'épargne. On est investisseur particulier, typiquement en assurance vie. Ce que je vais vous dire dans quelques instants, ça n'a de valeur que quand vous avez le choix de la sélection. Donc, en général, c'est surtout dans un compte titre. En assurance vie, vous êtes dépendant de l'univers disponible en assurance vie. Par exemple, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que sur un indice S&P 500, par exemple, si vous avez 2 ETF référencés en assurance vie, un distribuant, un capitalisant, pour revenir à notre sujet des dividendes, et si donc vous voulez profiter des intérêts composés, peut-être regarder l'ETF S&P 500 qui capitalise les dividendes et pas celui qui distribue.
Mais PEA, c'est pareil. Vous êtes contraint par l'univers PEA. En compte titres, vous avez beaucoup plus de latitude. Alors, si on regarde un peu dans le détail, le détail des critères. Alors déjà, on a des critères qualitatifs. La place de cotation. Est-ce que mon ETF il est coté à Paris ou en Allemagne? Parfois en Allemagne, ça va me coûter plus cher. Ouais. Quel est l'indice qui va être suivi? Est-ce que c'est l'indice CAC 40 ou est-ce que c'est l'indice CAC 40 ESG ou est-ce que c'est l'indice MSCI France? Est-ce que c'est l'indice S&P 500? Est-ce que c'est l'indice Dow Jones? Est-ce que c'est l'indice MSCI USA? Ça, c'est des critères de sélection. Les dividendes, on l'a évoqué. L'éligibilité, on l'a évoqué. La devise, est-ce que je préfère acheter un ETF en dollars, en euros? Et évidemment, l'encours et le prix de la part. Alors, le point sur l'encours, il est important. C'est pas parce que vous avez un petit ETF qui va pas être bon. Alors déjà, il peut être lancé depuis peu de temps. Mais surtout, un ETF qui n'est pas très gros, mais qui réplique un indice très large comme le CAC 40, finalement, ce qui est important, c'est l'indice qu'on va répliquer plus que l'encours. Donc l'encours, c'est un point à regarder qui peut être un signe de pérennité de l'ETF dans le temps, mais c'est pas un signe essentiel pour se dire l'ETF il est petit donc il est pas bon. Non, il est peut-être petit parce qu'il a été lancé plus récemment, ou parce que la société de gestion est moins connue, parce qu'il y a moins d'investisseurs intéressés par cette thématique à ce moment-là, mais moi je crois à cette thématique-là, etc., etc. Et le prix de la part, comme je l'évoquais, quand on veut investir des sommes, on peut avoir, je reprends mon exemple sur le S&P 500, si on veut investir tous les mois sur le S&P 500, vous allez retrouver peut-être des ETF à 10 euros, d'autres à 100 euros. Peut-être que si vous avez envie d'investir que 20 euros tous les mois, vous pourrez investir que sur l'ETF qui est à 10 euros, acheter de part, parce que l'ETF à 100 euros ne sera pas accessible, parce que le minimum d'investissement, ça sera 100 euros, à savoir le prix de la part. Concernant les critères quantitatifs, là, c'est un peu technique. C'est là, on rentre dans l'approche un peu experte. Mais encore une fois, toutes ces informations-là, c'est pour vous apporter du contenu. Si vous analysez pas tout dans le détail, c'est pas dramatique pour vous. Encore une fois, c'est pour vous donner des idées, des informations, parce que je pense que c'est des informations que vous allez peut-être voir sur des bases de données comme Bourse Direct. Donc déjà, la tracking différence. La tracking différence, c'est l'écart de performance entre un ETF et un indice, qui peut être plus ou moins important. D'accord? Donc, pareil, je reprends mon exemple du S&P 500. Parfois, on a des ETF S&P 500 qui font mieux que l'indice S&P 500. Et parfois, on en a qui font moins bien. Ça va dépendre de la façon dont on a de répliquer l'indice, ça va dépendre des frais de l'ETF, etc., etc. Donc, c'est un indicateur de sur- ou sous-performance de l'ETF. C'est pour ça qu'en réalité, le plus important, c'est de regarder la performance de l'ETF par rapport à son indice. Ou quand vous comparez deux ETF, c'est pas forcément les frais de gestion qu'il faut regarder, c'est ce qu'on regarde à la fin, c'est la performance réelle. Parce que vous pouvez avoir un ETF qui a des frais de gestion à 10 sur le S&P 500, un autre qui a des frais de gestion à 15, mais peut-être que l'ETF qui a des frais de gestion de 15 fera mieux que l'ETF qui a des frais de gestion de 10 parce que la qualité de réplication est meilleure. Par exemple. La tracking error. La tracking error, c'est la volatilité des performances. Donc là, on a vraiment un bon schéma qui l'explique bien. Vous avez ETF1, ETF2 et index pour indice. Les deux barres parallèles, c'est l'ETF1 et l'indice. On voit que la réplication est vraiment parfaite. Il n'y a pas de volatilité des performances. Par contre, l'ETF2, on voit qu'il arrive exactement au même niveau que l'ETF1, mais avec beaucoup plus de mouvements. Et ça, on n'aime pas dans l'industrie ETF. Parce que ça veut dire qu'il y a de la volatilité dans les performances et ça veut dire qu'on ne réplique pas de façon de la meilleure des façons l'indice. Donc ça, la tracking error, c'est une information importante dans la qualité de réplication de l'ETF et qu'il faut regarder si on a la donnée. La liquidité, c'est un point important. Quelle est la liquidité de l'ETF? Et donc, on le mesure notamment dans l'écart achat-vente. Et je reprends mon exemple du CAC 40 qui est un petit encours. Si vous voulez investir 100 millions d'euros sur un ETF CAC 40 qui a un encours de 10 millions d'euros, c'est pas très grave parce qu'en fait, 100 millions d'euros peuvent être complètement absorbés par l'indice, par les actions du CAC 40. Donc, c'est ça qui va être vraiment important. C'est la liquidité du sous-jacent plus que la liquidité de l'ETF. Et donc, les frais de gestion, on l'a évoqué. C'est un critère important, mais ça ne doit pas être le critère essentiel. S'il y a une information que vous devez retenir sur ce slide-là, c'est faites attention à la performance nette
de l'ETF à la fin de l'année. C'est ça qui est important. Ou à la fin de l'année ou en cours de vie. Quelle est la performance de mon ETF par rapport à un ETF concurrent? C'est ça que vous devez regarder. Alors, j'ai juste une petite question de la part de Edouard, parce que je pense qu'Edouard, il confond. Il confond, en fait, c'est vrai que le mot tracker, c'est utilisé un peu dans toutes les sauces, notamment aux États-Unis, parce que ça traque une performance. Et nous, on appelle ça tracker, mais nous, c'est vraiment un marché bien réglementé. Ce sont des fonds ou des SICAV, parce qu'il me dit, il y a un ETF, notamment le TQQQ, avec un levier 3. Un ETF levier 3, j'en connais pas. Il y a des certificats avec levier 2, 3, 4, 5, 10, 15. Mais vous ne trouverez jamais, Edouard, ici, du moins en France, un ETF avec un levier 3. Le maximum qu'il y a, entre autres sur les PEA, c'est 2. 2 fois la hausse, 2 fois la baisse sur des indices américains, français. Mais 3, c'est pas possible. Là, on parle de certificats. Mais c'est vrai que les Américains ou les anglo-saxons appellent ça un tracker aussi. Et en fait, c'est pour ça que je disais que tous les ETF sont des trackers, mais tous les trackers ne sont pas des ETF. Voilà. Là, on est bien sur les ETF, un marché. C'est une OPCVM, c'est un fonds commun ou une SICAV réglementé par l'AMF. Donc c'est bien, il y a bien des règles de fonctionnement et c'est sous l'autorité de tutelle de l'AMF. Ce qui n'a rien à voir avec ce que vous parliez d'ETF américains ou d'autres avec des leviers 3, 4, 5. Nous on parle plus de certificats ici qu'on appelle des produits de bourse, d'accord? Voilà. Exactement. Alors, on continue. Sur la transparence des ETF cette fois-ci. Bon, on l'a un peu dit, mais c'est un point important et qui répond justement à cette histoire de certificats et autres. Un certificat, vous n'avez pas un actif derrière un certificat. Vous n'avez pas d'actif. Un ETF, vous avez un actif, vu que c'est un fonds. Donc en fait, sur le site des sociétés de gestion et maîtrise d'ETF, comme BNP Paribas Asset Management, vous avez la composition de l'ETF disponible toute la journée, tous les jours. Donc, vous avez un actif. Et c'est vraiment bien ce qui différencie un ETC d'un ETF, par exemple, ou un ETN ou d'un certificat à un ETF, c'est qu'il y a bien un actif. L'ETF repose sur un actif. Donc, d'une part, vous avez la composition de l'ETF disponible tous les jours. L'ensemble des frais sont connus. Il n'y a pas de droit d'entrée sur un ETF. Vous avez des frais de courtage qui sont prélevés par la plateforme comme Bourse Direct, mais qui n'a pas de lien. C'est pas prélevé par la société de gestion. Nous, on n'a que des frais de gestion. Et vous avez le prix qui est disponible à tout moment, connu à tout moment de la journée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un ETF est vraiment transparent. Vous savez ce qu'il vaut, vous savez ce qu'il y a dedans, et vous savez quel est son prix. Et à combien vous pouvez l'acheter ou le vendre. Maintenant, les deux méthodes de réplication, et on va notamment répondre à la question sur les ETF PEA. Et, vous savez sans doute, certains d'entre vous sont peut-être déjà utilisateurs de notre ETF S&P 500 PEA. Je sais que Bourse Direct communique souvent sur les ETF les plus utilisés dans le PEA. Et je vous remercie pour ceux qui utilisent les investisseurs de notre ETF S&P 500, qui est un peu notre flagship sur cette exposition-là. On a des frais de gestion les plus faibles du marché, je crois, à 0,12. Et il est très gros, il fait plus de 7 milliards. Et donc, c'est un ETF qui est souvent utilisé par les investisseurs, notamment chez Bourse Direct, dans les communications que vous faites. Merci encore une fois, Christian. Il est souvent mis en avant parce qu'encore une fois, c'est le plus utilisé. Donc, la réplication, puisqu'on a deux façons principales de répliquer un indice. Un indice. On a la réplication directe, que certains d'entre vous connaîtront sous l'appellation réplication physique. Physique. Ouais. Exactement. Moi, je préfère l'appeler réplication directe et je l'expliquerai pourquoi après. Alors, pourquoi direct? Parce qu'on achète directement les composants de l'indice. Donc, à gauche, vous avez l'indice CAC 40 ESG. À droite, vous avez les composants de l'ETF CAC 40 ESG. Et vous voyez qu'on a exactement les mêmes valeurs et quasiment les mêmes poids. Il y a des petits écarts, mais c'est des pouillèmes d'écart. Là, dans ce cadre-là, le gérant achète directement tous les composants, tous les jours, de l'indice qu'il va répliquer, ou il va les vendre s'il y a des rachats. D'accord ? Ni plus, ni moins. C'est la réplication directe ou physique. On va plutôt utiliser cette méthode de réplication pour des indices simples à répliquer, comme le CAC 40, où il n'y a pas beaucoup de valeur. À côté, on a des indices plus complexes à répliquer parce qu'ils sont plus gros ou alors, tout simplement,
répondre à l'éligibilité au PEA. Alors, c'est ce que j'appelle la réplication indirecte, pour que certains d'entre vous appelleront la réplication synthétique. Moi, je n'aime pas cette terminologie synthétique parce que cette terminologie synthétique fait référence aux produits synthétiques que certains ont peut-être connus ou entendus lors de la crise des subprimes, la crise des produits synthétiques, qui étaient en fait des produits émis par des banques, qui étaient des produits dérivés. Je le rappelle, un ETF est un fonds, d'accord, qui a bien un actif. Ok. La notion de synthétique fait référence au fait qu'on utilise un produit, un swap de performance pour répliquer un indice qu'on cherche à répliquer. Donc, concrètement, comment ça se passe? J'ai la possibilité, dans mon PEA, de m'exposer à l'indice S&P 500. Comment c'est possible? Parce que théoriquement, dans mon PEA, je ne peux investir que sur des actions de la zone euro. Okay. Donc, mon ETF, BNP Paribas Easy S&P 500, achète à son actif des actions éligibles au PEA. C'est ce que vous voyez à gauche. Donc, il y a bien un actif. OK? Moi, par contre, je veux avoir la performance du S&P 500. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un échange de performance avec une contrepartie où tous les jours, je vais donner la performance de mon panier d'actions de la zone euro à la contrepartie qui, en échange, va me donner la performance du S&P 500. Donc, tous les jours, je suis bien éligible au PEA parce que mon actif du fonds BNP S&P 500 est bien investi sur des actions de la zone euro, mais je suis exposé au S&P 500 grâce à mon échange de performance qu'on appelle swap de performance. D'accord? Et donc ça a été une révolution exceptionnelle dans l'industrie ETF en France. C'est ce qui nous permet de diversifier notre PEA au-delà de la zone euro et de profiter des performances d'autres marchés, comme le S&P 500 par exemple. D'accord? Et donc, j'ai bien un produit, un fonds, qui s'appelle réplication indirecte, mais il n'est pas synthétique dans le sens où il y a bien un actif à l'intérieur de ce fonds-là, qui sont les actions que vous voyez à gauche. Et donc, ce fonds-là va être exposé à l'indice S&P 500. Donc, tous les jours, je vais bien recevoir la performance du S&P 500 grâce à cet échange de performance. En d'autres termes, pour caricaturer, c'est comme si j'étais propriétaire de mon appartement et que je le mettais en location. Tous les jours, je reste propriétaire de mon appartement, mais je perçois un loyer. Alors, juste une petite question de la part de Henri. Si une contrepartie fait défaut pour le swap, qu'est-ce qui se passe déjà? Numéro Très bonne 1. question. Ouais. Numéro 2, est-ce qu'on investit sur un ETF dans le PEA, donc puisque c'est franco-français, sur un ETF Standard & Poor's 500 synthétique? Est-ce qu'on soutient l'économie européenne, vu que ce sont des actions européennes, ou c'est quand même des entreprises américaines? Voilà. Et ensuite, comment est-il possible que des ETF aient des performances différentes sur un même sous-jacent, CAC, Stoxx, Standard & Poor's 500, malgré des frais quasiment identiques et à distribution identique? Voilà, déjà, c'est trois petites questions. Première question, et je me permettrai de peut-être te faire répéter Christian, pour pas m'embrouiller, pour être sûr que je réponds bien aux questions. Donc, première question, que se passe-t-il si la contrepartie fait défaut? Très bonne question. Alors déjà, l'ETF, comme je disais, est régi par la réglementation UCITS européenne, qui impose une diversification des contreparties. D'accord? Donc, il n'y a pas qu'une seule contrepartie. Première chose. Donc, si une contrepartie ferait défaut, la société de gestion essaiera de trouver une autre contrepartie pour remplacer celle qui fait défaut. Mais prenons un cas qui n'existe pas, puisque ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui, mais prenons le cas qu'il n'y ait qu'une seule contrepartie. OK? Si la contrepartie fait défaut, certains pensent que l'ETF vaut 0. Ce qui est le cas dans un certificat. Si ma banque fait défaut, il n'y a plus de certificat. Si dans un ETF à réplication indirecte, ma contrepartie fait défaut, l'ETF vaudra toujours quelque chose. Il vaudra quoi? Il vaudra l'actif que j'ai en portefeuille, à savoir les actions de la zone euro. Et donc, mon ETF S&P 500 ne sera plus exposé à l'indice S&P 500, il sera exposé aux actions de la zone euro. D'accord. Voilà. Ok, là c'est clair. Ça, c'est un point important. Donc, déjà, on a plusieurs contreparties. Donc,
ces contreparties sont gérées, etc. Et de toute façon, il n'y a pas une contrepartie qui disparaît comme ça en cours de journée. Si on sent que ça sent pas très bon, bah, on peut changer de contrepartie et trouver d'autres contreparties. C'est justement le travail de l'équipe de gestion. Mais dans un cas où il n'y aurait qu'une seule contrepartie, votre produit ne vaudrait pas 0, il vaudrait un actif. Et c'est d'ailleurs la même histoire. Si la société de gestion fait défaut, vos actifs vaudront toujours quelque chose parce qu'un ETF est un fonds. Et c'est souvent une société de gestion, d'autres sociétés de gestion qui récupérera les assets, les encours et donc vos actifs. Première question. Deuxième question, je suis désolé, je l'ai perdu déjà, tu vois. Est-ce que si on achète un ETF dans un PEA, donc sur le Standard & Poor's 500, comme c'est dans un PEA, est-ce qu'on soutient l'économie européenne, vu qu'il y a dedans des actions européennes, ou malgré tout des entreprises américaines? Bah, vous êtes exposé, j'ai envie de dire un peu des deux, parce que si vous êtes, le fonds achète bien des actions de la zone euro, donc on va bien voir dans son portefeuille du SAP, du Siemens, du AXA, etc. Et la contrepartie va aussi avoir dans son portefeuille des actions de la zone américaine. Donc voilà. Donc on soutient un peu les deux, le meilleur des deux mondes finalement. Donc ça, c'est un point important. Et la dernière question sur comment ça se fait qu'un ETF qui a des frais de gestion plus ou moins équivalents sur la même exposition et des performances différentes. Alors, bah déjà, avec des frais plus ou moins équivalents, bah, ça veut dire qu'il y a un petit écart. Donc le petit écart peut faire qu'il y a un écart de performance. Et deuxièmement, bah, c'est la technique de gestion. Typiquement, si je reprends cet exemple-là, vous voyez que là, le LVMH, j'en ai 10,19 dans l'indice et dans mon fonds, j'en ai 10,18. Bah, peut-être que mon concurrent, il va en avoir 10,17 parce qu'il n'aura pas tout acheté ou il va en avoir 10,20. Et donc, peut-être qu'il va en avoir 10,20 et qu'à ce moment-là, LVMH va bien performer. Donc, ça va créer un petit type de performance. Et donc, voilà. Donc, c'est l'optimisation de la gestion. Et c'est le travail de l'équipe de gestion. C'est pour ça qu'on dit souvent, enfin, on ne dit pas souvent, c'est un point important. Ce n'est pas des robots qui gèrent un ETF, c'est bien une équipe de gestion qui sont là pour chercher à optimiser la performance et à gérer au mieux la performance de l'ETF. Alors, j'ai eu juste une petite question. Enfin, il y en a eu plusieurs là-dessus. Déjà, est-ce que tu peux nous donner le code ISIN ou le mnémonique de l'ETF Standard & Poor's 500 éligible au PEA? C'est ESEFP. ESEFP. D'accord, voilà. Ensuite, justement, alors on le montrera peut-être après, mais où trouver la liste, alors, je ne sais pas ce que tu vas peut-être en venir, mais de tous les ETF de BNP Paribas éligibles au PEA. Deuxième question, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il y en est prévu un éligible au PEA PME? On n'en a pas chez nous. D'accord. Et c'est pas prévu. D'accord, voilà. Et après, pour le trouver, bah, il faut aller sur le site, quoi. C'est ça, c'est BNP Paribas Asset Management. Et sinon, effectivement, vous pouvez aller sur notre site internet. Voilà. D'accord. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que on a une offre en cours sur le site Bourse Direct qui vous permet de profiter de frais de courtage gratuits sur une liste d'ETF définie. Alors il n'y a pas le S&P 500 malheureusement, mais il y a une liste d'ETF définie qui intègre des ETF géographiques, mais aussi des ETF thématiques. Et ça, c'est disponible sur la page offre trading qu'il y a sur Bourse Direct. Vous allez pouvoir la voir et on pourra vous envoyer le lien après le webinaire, évidemment. Alors justement, en parlant de ça, est-ce qu'il y a des ETF sur les semi-conducteurs? Pas chez nous. Ok, d'accord. Mais on l'a pas chez nous. C'est juste une question d'un participant. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on continue pour vous parler des différences entre un ETF et un fonds indiciel. Pourquoi j'ai voulu évoquer ces fonds indiciels? Parce que c'est des fonds que vous allez de plus en plus voir se développer dans les solutions d'épargne. Et en fait, le simple message, c'est de vous dire que c'est exactement la même chose. L'objectif de gestion est exactement la même chose. C'est exactement le même qu'un ETF. La seule différence entre un ETF et un fonds indiciel, c'est que l'ETF, il est coté en bourse, alors que le fonds indiciel, il ne l'est pas. Alors, vous allez me dire, quel intérêt pour le fonds indiciel? Typiquement, quand vous voulez mettre en place peut-être des versements programmés automatiques, c'est plus simple de le faire sur un fonds indiciel, parce que vous ne cherchez pas à acheter à 14h50 tous les jours l'ETF, ou tous les mois l'ETF, c'est compliqué. Sur un fonds indiciel, ça peut être plus simple. Le message, encore une fois, c'est par exemple en assurance vie, vous allez voir de plus en plus de fonds indiciels référencés. Pourquoi? Parce qu'en assurance vie, quand vous passez un ordre sur un ETF, si vous l'achetez tout de suite sur la plateforme Bourse Direct, il ne va pas être exécuté à 14h51.
il va être exécuté au cours du soir ou à la valeur liquidative. Donc, c'est pour ça qu'on va, et donc à la valeur liquidative du fonds indiciel. Donc, fonds indiciel et ETF, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même objectif de gestion. C'est juste le cours d'exécution qui ne va pas être le même. Encore une fois, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça va dépendre des besoins. En général, si on veut s'amuser à faire du trading, peut-être l'ETF va être l'ETF va être évidemment plus pertinent, parce que je peux l'acheter à 14h51 et le revendre à 14h52. À l'inverse, si je veux faire plutôt de l'épargne, le fonds indiciel, mais comme l'ETF, peut être aussi plus pertinent. Alors, est-ce que tu peux juste, excuse-moi, réexpliquer pour Franck, voilà, il n'arrête pas d'envoyer des messages, pour expliquer ce que c'est qu'un swap, entre autres, déjà. Alors, après, il faut savoir, Franck, vous êtes plus de 300 personnes, donc vos questions, elles passent dans une toute petite case. Donc, je peux pas toutes les voir, c'est pas possible. Hein. Voilà, donc j'ai réussi à choper ça. Très rapidement, en fait, un swap, c'est un échange de performance. Moi, j'ai sur ce slide-là que vous voyez, je suis propriétaire, le fonds, il est propriétaire des actions de la zone euro. Mais je veux avoir la performance du S&P 500. Et donc, je fais un échange de performance, un swap de performance. En jargon, ça s'appelle un swap de performance, où j'échange la performance de mon panier d'actions de la zone euro contre la performance du S&P 500. Je veux dire, c'est un échange. C'est simplement un échange, d'accord, de performance. Je ne donne pas à ma contrepartie les actions, je les garde les actions, mais je donne juste la performance qu'elle délivre à ma contrepartie, qui s'engage à me donner la performance du S&P 500. Donc, même si mon panier d'actions de la zone euro fait moins 50%, la contrepartie s'est engagée à me donner la performance du S&P 500. Donc, moi, mon fonds ne fera pas moins 50, il fera la performance du S&P 500. OK ? Je vous invite, alors évidemment, si vous avez des questions plus précises là-dessus, à nous solliciter, mais je vous parlais d'éducation financière, il y a de plus en plus de gens brillants qui parlent de ces sujets-là sur les réseaux sociaux notamment, et qui expliquent encore un peu plus en profondeur, si besoin ou pas d'ailleurs. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous intéresser sur le sujet. Il y a de plus en plus d'informations de qualité qui est disponible sur Internet. Alors, les différents types d'ETF, pour vous donner en fait la vue sur tout ce qui est faisable. Alors évidemment, on a les ETF actions sur des zones géographiques, S&P 500, CAC 40, Japon, Chine, Brésil, etc., etc. On a des ETF sur des zones géographiques. Le monde, les marchés émergents, l'Europe, la zone euro. On a des secteurs. Christian, tu parlais des semi-conducteurs. On a aussi de l'immobilier coté. On a de la technologie. On a de la santé. On a de l'économie circulaire. On a des ETF obligataires qui se développent de plus en plus d'ailleurs. On a des ETF sur les obligations d'État, euro, US, avec des durations, des maturités différentes. Donc, pour les plus fins connaisseurs d'entre vous qui veulent gérer justement la courbe des taux, vous avez des ETF sur les obligations d'État avec des durations de 1-3 ans ou de 3-5 ans, de 10 ans plus. Vous avez la même chose sur les obligations d'entreprise avec des sociétés de qualité, des sociétés avec du haut rendement. Vous avez des ETF à échéance maintenant qui se sont développés. Vous connaissiez les fonds à échéance qui payent un rendement fixe tous les ans. Maintenant, ça existe en format ETF. Et on a également les ETF sur les obligations globales. Et on a finalement la dernière partie, et c'est vraiment notre marque de fabrique chez BNP Paribas Asset Management, même si on a des ETF, comme je l'évoquais, le S&P 500 qui ne sont pas ESG, mais des ETF ESG qui prennent de plus en plus de poids dans l'industrie des ETF de manière générale et notamment auprès des investisseurs particuliers. Alors, on fera peut-être à l'occasion un webinaire spécifique sur le sujet parce que c'est un sujet très large, mais aujourd'hui, vous avez différentes couleurs de ESG que vous pouvez intégrer dans votre portefeuille. Alors, si vous ne voulez pas faire de ESG, ça existe. Si vous voulez faire de l'ESG avec limitation de la tracking error, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc limiter les volatilités des performances, ça existe. Si vous voulez faire de l'ESG en étant aligné aux accords de Paris avec des trajectoires de décarbonation, vraiment cet objectif de décarboner vos investissements, ça existe. C'est ce qui s'appelle les ETF PAB. Et donc, ils sont notamment dans l'offre que l'on a en place aujourd'hui avec Bourse Direct. Vous avez des ETF avec des approches ESG actives, je l'évoquais tout à l'heure, où vous allez bénéficier de l'approche ESG de la société de gestion. Et enfin, vous avez des thématiques, là aussi, qui sont disponibles dans l'offre de courtage qu'on a en place,
qui vous permet d'investir sur des thématiques comme l'économie circulaire, la biodiversité, l'immobilier côté ESG, etc., etc., l'économie des océans. Donc voilà. Donc ça, c'est les ETF qui prennent de plus en plus de poids dans l'industrie des ETF parce que de plus en plus d'investisseurs sont intéressés et sont concernés par ce sujet d'investissement ESG. Okay. Alors, j'ai juste une petite question là de la part de AD. Ouais. Peut-on dire qu'un ETF en gestion active est nettement plus réactif qu'un ETF passif lorsqu'il y a des brusques changements? Par exemple, le Sustainable USA, par exemple. Alors, c'est un bon point. En fait, c'est un bon point. Alors déjà, il faut avoir en tête qu'il faut bien comparer des expositions équivalentes. Donc, je compare bien un ETF S&P 500 avec un ETF action US actif. Donc, on est sur la même classe d'actifs. Donc, théoriquement, si le S&P 500 baisse, l'ETF action US va baisser aussi. Actif US va baisser aussi. Mais l'objectif du gérant, c'est de faire en sorte qu'il baisse moins. Alors, il va être plus réactif parce que le gérant va peut-être pouvoir ajuster ses positions. Mais encore une fois, peut-être que ça ne sera pas forcément les bons choix. Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'il n'y a pas de danger en cas de crise que tout soit vendu en même temps, demande Marc? Alors, là aussi, c'est un bon point. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'industrie ETF représente plus de 50% des actifs de la gestion d'actifs. En Europe, c'est seulement 20%. Et jusqu'à présent, on a déjà eu des crises. La dernière crise en date a été la crise du Covid. Et donc, on s'est rendu compte que malgré la forte baisse des marchés financiers, les investisseurs collectaient des ETF. Et de toute façon, si les gens vendent leurs actifs, ils vont le vendre aussi bien sur les ETF que la gestion active. Donc, le sujet, il n'est pas là. Ou ils vont même vendre leurs actions en direct, en fait. Donc, si les gens vendent, ils vont vendre de tout, des ETF, des actions en direct ou des fonds actifs. Donc, la question, c'est pas est-ce que les ETF vont entraîner la plus de baisse des marchés que ça? C'est est-ce que les gens vont vendre ou pas? C'est l'offre et la demande derrière. Et encore une fois, l'ETF achetant les actions ou les obligations, forcément, ça en aura un impact, mais équivalent à celui que lorsque des gens vendent des actions en direct ou vendent des fonds actifs. Mais encore une fois, je prends l'exemple de la crise du Covid où on a vu une forte baisse des marchés, alors que l'industrie ETF collectait. Et donc, c'est pas les ETF qui ont entraîné la forte baisse des marchés, c'est les gens qui ont vendu leurs actions en direct ou les fonds actifs. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots pour Stéphane comment fonctionne un ETF obligataire? Alors, un ETF obligataire fonctionne de la même façon qu'un ETF action. Il est construit sur la base d'un indice obligataire qui est composé de plusieurs obligations. D'accord? Donc, un indice obligation d'État sur les obligations de la dette euro, par exemple, va être composé de plusieurs émissions de la dette de différents pays de la zone euro. Et donc, l'ETF obligataire va répliquer l'indice qui est composé des obligations des obligations en question. Donc, ni plus ni moins. Et donc, pareil, vous avez la composition de l'ETF disponible sur le site. Et donc là, vous avez un panier d'indices d'obligations qui vont avoir un objectif de respecter la contrainte de duration. Donc, je vous disais qu'il y avait des ETF obligataires avec des durations 1-3 ans, par exemple. Et donc, dans le panier d'indices, vous allez avoir plusieurs obligations dont la duration sera de 1-3 ans. Alors, il y a une question de Thomas là, qui dit investir sur un ETF World et un ETF Standard & Poor's 500, est-ce que c'est cohérent? C'est pas être un peu redondant, Thomas, mais comme tout à l'heure, quelqu'un aussi disait, est-ce qu'il vaut mieux acheter tout un gros paquet d'ETF ou est-ce qu'il vaut mieux lisser? Ça, c'est un petit peu personnel. Si vous pensez qu'on est sur un point bas, vous pouvez mettre le paquet sur plein d'ETF. Si vous pensez pas, c'est faire un peu comme l'assurance vie, c'est lisser. Après, nous, on n'a pas le droit de vous conseiller là-dessus. Simplement, si vous mettez tout sur le World, tout sur le Standard & Poor's 500, tout sur le Nasdaq, on va dire que vous êtes, par exemple, vraiment dépendant du marché américain, entre autres. Alors qu'il y a des ETF que peut-être prendre d'autres régions, d'autres secteurs d'activité, d'autres thématiques qui permettent justement là vraiment de faire de la diversification. Est-ce que les ETF synthétiques ou physiques sont aussi sûrs les uns que les autres? Et que vient-il si jamais BNP Paribas fait défaut, du coup? Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Donc, si BNP Paribas fait défaut, c'est un non-sujet puisque les ETF sont des fonds qui ont des actifs. Et donc, en général, quand une société de gestion fait défaut, elle est rachetée par une autre société de gestion, en fait. Et
la réplication synthétique ajoute ce petit risque de contrepartie que l'on connaît, mais encore une fois, ce risque peut être maîtrisé, géré par la société de gestion, par la diversification. Et encore une fois, hein, vous avez des ETF à réplication physique, ce qui n'est pas le cas chez nous, qui font ce qu'on appelle du pré-emprunt de titre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais qui ajoutent aussi cette notion de complexité sur la notion de risque. Donc voilà, la question, c'est comment est géré le risque, et la réglementation impose justement cette diversification qui est importante. Apparemment, il y aurait un ETF crypto chez BNP. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Je ne suis pas au courant. Ah, donc Daniel, vous voyez, apparemment, ça n'existe pas. Donc apparemment, c'est pas bon. Alors, j'avais tout à l'heure aussi une question sur les escrocs qui veulent faire proposer des ETF, tout ça. Vous avez sur le site de l'AMF, je l'ai montré hier lors de la formation des premiers pas en bourse, les listes noires, d'accord, des brokers et des intermédiaires qui sont justement, qui peuvent très bien vous proposer d'investir, soi-disant dans tel ou tel produit. Faites très très attention. Vous avez la liste des établissements autorisés et ceux, pour l'instant, connus à ce jour, des bandits sur le site de la MF. Le risque de change, j'en a parlé, hein, Jérémy, oui. Alors, est-ce que vous avez des ETF hedgés? Oui, on a des ETF hedgés, donc notamment sur le S&P 500, eligible au PEA, on a une version hedgée. Et donc là, pareil, c'est dans les caractéristiques du produit. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de questions pour me dire comment trouver ces fameux ETF. Alors, si je peux me permettre, je vais partager l'écran. J'ai téléchargé le PDF donc sur votre site, hein, tout simplement. Comme ça, vous pourrez voir, parce qu'il y avait aussi quelques explications sur certains acronymes. Donc, on va les faire vite fait un tour sur votre site BNP Paribas Trade Union AM pour justement voir un petit peu la liste. Et après, comme ça, vous pouvez la télécharger, soit sur Excel, soit en PDF. Hop, c'est parti. Alors, voilà. Donc ça, c'est le site, c'est ça, hein, BNP Paribas Trade Union AM.com. Et quand j'ai fait nos fonds, attends, je vérifie bien que tout le monde voit bien. Oui, c'est ça. Quand je suis allé sur nos fonds, tout en bas, il y a marqué télécharger la gamme des ETF en PDF ou en Excel. Voilà, donc je l'ai téléchargé en PDF. Je vérifie bien que vous la voyez bien également. Donc voilà, est-ce que tu peux juste rapidement, la première ligne, expliquer un petit peu ces acronymes pour un peu terminer, parce qu'il y a eu des questions là-dessus, justement, sur tout ce… Donc, il y a le nom de la valeur à gauche, etc. Exactement. Donc là, c'est le MSCI. Bah, on peut peut-être prendre, si tu descends un petit peu, on va prendre le S&P 500, ça va être plus simple. Donc là, vous avez la première ligne du S&P 500. C'est là. Donc, c'est l'indice que l'on traque, c'est le S&P 500. Il y a une part capitalisante. Vous avez le code ISIN, le ticker ESE que j'évoquais tout à l'heure. Les pays d'enregistrement, il est bien enregistré en France. La devise, la réplication. La catégorie AMF, c'est pas forcément important pour vous, c'est une catégorisation AMF, c'est réglementaire, il faut l'indiquer. La catégorie SFDR, pareil, c'est pour indiquer que le produit n'est pas ESG pour le coup. C'est 7 et 8, 7 et 8, c'est ESG. Hein. 7 et 8. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 6, 8, 9, pardon, ok. Voilà. 6, 8, 9. Exactement. L'éligibilité au PEA, donc oui. Les frais de gestion, l'encours, la tracking error par rapport à l'indice S&P 500, et le niveau de risque, 5, là aussi, c'est des informations réglementaires que l'on doit intégrer. Voilà. Donc, si vous êtes sur le site de Bourse Direct, soit vous mettez, par exemple, vous copiez-coller le code ISIN, soit vous mettez ESE, c'est le mnémonique, hein, directement, donc ESE, et on arrive directement sur le standard & Poor's 500. Hein. Voilà. Voilà, donc ça, comme ça, on a appliqué un petit peu tous les acronymes. Donc, vous avez ici la liste, donc parce que pareil, on m'a dit quels sont les ETF obligataires. Mais voilà, ils sont là, obligations d'État, etc., etc. Donc, à vous de la télécharger. Je vous remontre encore ici le site, hein, BNP Paribas Trade Union AM.com, et dans nos fonds, dans la recherche de fonds, tout en bas. Alors, il y a bien sûr des thématiques, hein, puisque vous êtes pas mal sur les normes ESG. Ici, voilà, vous pouvez télécharger soit sur Excel, soit, comme je viens de le faire, en PDF, du coup, la gamme de tous les ETF. Hein. Je regarde s'il y a d'autres… Non, bah, c'est assez complet. Ouais. Alors, ACC, ça veut dire que c'est capitalisant, c'est-à-dire que le dividende, il va être réinvesti dans le fonds, alors que DIST, le dividende est distribué sur votre compte espèce. Voilà.
Et pour répondre à une question tout à l'heure, si c'est un ETF sur un PEA, par exemple, le dividende, c'est considéré un peu comme une plus-value. Donc, il sera fiscalisé uniquement à la sortie de votre PEA. Voilà, donc au bout de 5 ans, il y aura uniquement les CGCRDS, il n'y aura pas d'impôt sur la plus-value. Si vous sortez avant 5 ans, ça entraîne la clôture du PEA et là, vous serez fiscalisé à 30% si jamais vous avez fait de la plus-value. Sur un compte titre ordinaire, les dividendes, ils sont bien évidemment fiscalisés à 30%. D'accord? Est-ce qu'il y a des ETF sur la santé? Oui, on a un ETF sur la santé chez BNP Paribas Asset Management qui est dans l'offre de courtage. Ouais. Est-ce que tu peux dire vite fait 2 mots sur les ETF Smart Beta, Growth, Quality et Value? On en a également sur notre gamme. Voilà. Alors Smart Beta, c'est quoi Smart Beta? Smart Beta, c'est que ça va intégrer un facteur de risque. Donc le facteur de risque value, c'est des sociétés qui sont sous-valorisées. Donc l'indice va surpondérer les sociétés qui sont sous-valorisées, par exemple. D'accord, ok. Bon, vous voyez à l'écran que je vois que le temps passe vite, hein, il est déjà 15h07. Oui. Donc, vous voyez à l'écran, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur notre site, hein, l'offre qu'il y a en cours, c'est marqué à l'écran d'ailleurs, jusqu'au 28 février. Donc, les frais de courtage sur 2 ordres à l'achat, les plus élevés, les plus chers, sont remboursés sur une sélection d'ETF. Bon, il faut que l'ordre soit minimum 350 €. On vous les remboursera dans les 2 mois. Et pour voir, bien évidemment, les ETF qui sont éligibles, je vous invite tout simplement à aller voir en dessous, voilà, le nom des fonds des ETF. Sinon, vous pouvez ici télécharger la condition de l'offre et vous verrez du coup cette offre qu'il y a actuellement jusqu'au 28 février avec donc Bourse Direct, nous-mêmes et BNP Paribas. D'accord? Merci beaucoup à tous pour toutes ces questions. Voilà. Donc, oui, il y aura pas à revenir vers questions, il y aura un replay. N'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn si vous avez des questions. Évidemment, je ne ferai jamais de recommandations en investissement, mais si je peux aider sur des questions, vous orienter, je le ferai avec grand plaisir. Et voilà, et merci à tous pour votre écoute. Merci d'avoir pris du temps pour écouter donc cette formation sur les ETF. Alors vous le savez, oui, on n'a pas le droit de donner de conseils, donc on ne peut pas vous dire quel ETF acheter pour 2025. Par contre, vous pouvez télécharger la gamme et puis comme tout, un ETF c'est comme une voiture, chacun a des goûts différents, avec des modèles différents, des besoins différents, mais par contre vous avez toute une panoplie d'ETF et n'hésitez pas, actuellement il y a une offre en cours jusqu'au 28 février, voilà. Ok. Et merci beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt, Jérémy, pour peut-être une autre notion. Voilà, sur notre thème. Grand plaisir. Voilà. Merci Allez, à au revoir tous. tout le monde. Au revoir. Bonne année. Très bonne journée. Encore. Au revoir. Allez. Bonne année. Au revoir.